Alors, nous pouvons donc maintenant nous intéresser à la deuxième partie. Nous avons vu que la pièce de Médée commençait par un prologue qui résumait la pièce et qui nous montrait que la tragédie était déjà jouée. Le spectateur ne peut pas se tromper, il sait qu'il est dans une tragédie et que les choses ne vont pas pouvoir s'arranger. On a vu pourquoi. Et maintenant, nous allons voir que Médée est le personnage tragique qui est submergé par la douleur, encore plus que par la colère. Je vous ai déjà évoqué cette question de savoir si le personnage tragique était plus un personnage furieux ou un personnage douloureux. Et nous allons voir ici que Médée est vraiment submergée par la souffrance. Alors, la première façon de montrer la souffrance de Médée, c'est la nourrice qui, au début de la pièce, nous l'avons dit tout à l'heure, rappelle tout ce qui a été fait. Plutôt Dieu que le navire Argo, etc., etc. Et tout ce rappel montre en fait que l'histoire part de Jason et non pas de Médée. Parce que ce bateau a été construit par Jason, ce voyage a été déclenché par Jason, la toison d'or a été récupérée par Jason, et ensuite, si Médée a tué Pélias, c'est aussi pour que Jason puisse récupérer son trône. Donc en fait, ce que fait la nourrice ici, c'est qu'elle fait exprès de rappeler tout ce qui a été fait avant, et qui va expliquer, justifier tous les crimes que Médée a commis. En quelque sorte, elle vient montrer que Médée, si elle a commis des actes terribles, les a commis seulement à cause de Jason, et parce que Jason en avait besoin. C'est une façon d'enlever un petit peu de la culpabilité de Médée. Donc commencer la pièce par ça, c'est une façon de montrer que Médée n'est pas seulement responsable, n'est pas seulement fautive. Elle est en quelque sorte aussi le jouet de Jason. Donc c'est pour ça ici que je vous ai mis ces mots en gras, plutôt Dieu que, et que, qui montrent l'enchaînement de ces actions faites pour plaire à Jason. Ensuite, je vous demande, observe les mots surlignés en violet, comment Jason est-il mis en cause à la place de Médée. Donc on continue dans cette même logique. Regardez ici, Jason trahit ses enfants, puis l'homme qui la tient aujourd'hui en mépris. Eh bien, vous remarquez que ce qui est en violet ici, ce sont les sujets des verbes trahir et des verbes tenir en mépris. Donc, on voit bien, encore une fois, que Jason est sujet de verbes qui montrent l'absence de respect. Donc, on peut déjà noter cette réponse. Donc, la nourrice, elle, rappelle les actions accomplies par Médée pour Jason, et c'est ça qui est important. C'est Jason qui est à l'origine de l'histoire de Médée. Et enfin, Jason est sujet des verbes, trahir et tenir en mépris. Oh, décidément. Donc on voit bien ici que c'est à Jason qui est attribué la faute. Alors, je vous demandais ensuite que veut évoquer la nourrice en parlant des serments sur les dieux, lorsqu'elle évoque donc l'union des mains dans le texte. Je ne sais plus dans quelle partie du texte ça se trouve ici. Médée, infortuné outragé, à grands cris atteste les serments et en appelle à l'union des mains le plus fort des gages. Ici, bien sûr, c'est une allusion au mariage, puisque dans le mariage antique, pour montrer que les deux fiancés étaient mariés, on leur demandait de se donner la main pendant la cérémonie. Et vous avez vu en fait cela sur le diaporama quand je vous ai montré les représentations de Médée. À un moment donné, sur un bas-relief, on voit deux personnages en train de se donner la main. On voit Jason avec un bouclier et puis Médée en face de lui. Et je vous avais dit que ça évoquait en fait le mariage. Et donc en fait ici, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la nourrice nous parle à la fois de l'union des mains, qui est une union humaine. Donc ici, le mariage, c'est un engagement humain, mais c'est aussi un serment sur les dieux. Donc c'est aussi un engagement religieux. Et de ce fait, Jason, en ne respectant pas ces liens du mariage,
va à l'encontre de la morale humaine et aussi à l'encontre de la religion, puisque le serment est fait sur les dieux. Donc ici, une double faute de Jason. Hein. Donc Jason a commis une double faute, car le mariage est un engagement humain, mais aussi religieux. Il va donc contre la morale et contre la religion. Et aller contre la religion pour un grec, vous savez que ce n'est pas sans conséquence. Hein. On l'a déjà vu avec Antigone, par exemple. Quand on ne donne pas de sépulture, on fait quelque chose de très très grave. Alors ensuite, je vais vous demander quels sont les différents événements qui font de Médée une victime selon ce discours de la nourrice. Eh bien, si on relit le texte, on vous dit, alors que je retrouve ce passage, elle est atteinte dans ses affections les plus chères. Jason trahit ses enfants et ma maîtresse et entre dans une couche royale. Donc on a ici la trahison de Médée en tant que mère, puisque le père de ses enfants trahit ses enfants, hein, puisqu'en fait il va faire des enfants avec une autre femme et que ces enfants-là pourront avoir le trône. Donc ici, Médée est trahie en tant que mère de ses enfants. Elle est trahie en tant que femme, puisqu'il va épouser une autre femme, tout simplement. Et elle est également trahie en tant que reine, puisque on vous dit que Jason va entrer dans une couche royale, donc va devenir roi en épousant Créuse. Or, je vous rappelle que Médée, normalement, devrait être reine de Colchide, puisqu'elle était la fille du roi Aétès qui avait la toison d'or, et elle a renoncé en quelque sorte à son trône en Colchide pour pouvoir suivre Jason. Donc, elle est trahie 3 fois, hein, en tant que mère, en tant que reine et en tant que femme. Donc on peut le noter ici. Médée est trahie en tant que mère, en tant que femme et en tant que reine. Alors je ne relève pas dans ma correction les différents passages, mais vous les avez vus. Hein, il s'agit ici de Jason trahit ses enfants et ma maîtresse, donc les enfants et la femme. Et il entre dans une couche royale. On a ici donc les trois trahisons en quelque sorte infligées par Jason. Alors je vous demandais ensuite de relever les adjectifs qui traduisent la douleur de Médée. Ces adjectifs, on les voit facilement dans le texte. Hein. Ils sont ici Médée, l'infortuné, outragé. Ce qui est intéressant, c'est que ces adjectifs, ils sont mis en valeur. Regardez, ils sont entre virgules, Médée, infortuné, outragé. Ce qu'on appelle des épithètes détachées. Alors maintenant, ça s'appelle des appositions, mais peu importe le nom qu'on lui donne. L'adjectif est mis en valeur par ces virgules ici, et même par un point d'exclamation qui vient s'immiscer dans le texte, alors que théoriquement, un point d'exclamation ne vient pas au milieu d'une phrase. On a presque l'impression que ce sont des interjections. L'infortuné, outragé, comme si vraiment on lançait ces adjectifs sous l'effet de l'indignation. Donc ici, 2 adjectifs qui montrent que la fortune lui a fait défaut et que en plus, elle n'a pas été respectée. Donc vous pouvez répondre à ça ici. Et enfin, comment cette douleur s'exprime-t-elle physiquement? On a toute une description de la posture de Médée pendant que la nourrice parle, puisque on vous dit, affaissée, sans nourriture, elle abandonne son corps à ses douleurs et elle consume ses jours entiers dans les larmes. Elle ne lève plus les yeux ni ne détache du sol son regard. Elle semble un roc ou le flot de la mer quand elle écoute les consolations de ses amis. On a ici une Médée qui est affaissée et qui regarde, on vous dit, ses yeux ne se détachent plus du sol. Donc on a vraiment une posture recroquevillée sur elle-même. Hein. Médée est complètement fermée et cette posture le montre bien puisque son visage ne regarde plus le monde, il regarde simplement le sol. Hein. Elle est affaissée et elle regarde le sol. On vous dit aussi qu'elle refuse de manger,
Donc ici, elle est en train de quitter la vie, de quitter le monde des hommes. Et enfin, elle est comparée à un roc où donc on imagine qu'elle est complètement immobile et privée de vie. Je vous demandais, on notera la correction ensuite, alors comment cette douleur s'exprime-t-elle physiquement, on l'a dit, mais en t'aidant de ce qui est surligné en bleu et de la comparaison de Médée au roc ou à la mer, explique comment la nourrice annonce la suite de la tragédie. Eh bien regardez, en bleu, elle exprime bien sûr la violence dont Médée est capable. Elle abhorre ses fils, donc elle déteste ses fils. Elle est violente, elle peut se plonger un poignard, elle est terrible. Donc on a ici la mention du caractère violent de Médée. Et puis en la comparant au roc et à la mer, elle évoque les éléments naturels qui sont particulièrement solides et forts et qui peuvent provoquer la mort, puisque la mer, dans l'Antiquité, on y est souvent, et on sait qu'elle peut engloutir en quelques secondes tout un équipage, et de façon inattendue. Donc c'est aussi ce qui est inquiétant ici, c'est que pour l'instant, Médée ne bouge pas, mais que d'un coup, elle peut se réveiller et tuer. Ce roc, bien sûr, aussi, hein, c'est celui qui va couler les bateaux qui vont se cogner contre lui. Donc, on a ici vraiment l'image d'un personnage qui, pour l'instant, semble inoffensif, mais dont on sait qu'il est capable de se réveiller complètement. Donc, on peut noter ces réponses. Comment cette douleur s'exprime-t-elle physiquement? Donc, Médée est fermée sur elle-même. Elle regarde le sol. Et ensuite, on peut montrer ici, Médée est violente. Donc, on a les termes terrible, violent, etc. Et la comparaison à la mer et au roc montre le caractère imprévisible et dangereux du personnage. Voilà, alors on pourrait dire encore beaucoup de choses sur ce texte, mais je vais pour l'instant vous laisser digérer tout ça, et puis vous demander de faire une petite synthèse de tout ce qui a été dit en vous servant de ce corrigé. Je vous enverrai ensuite une correction de cette synthèse que je noterai à la suite de ce corrigé. Bon courage!